Bonsoir et ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de la Semaine Éco. Ce soir, nous parlerons des perspectives du secteur de l'énergie, les défis à venir pour ce secteur stratégique à l'ère du renouvelable et du non conventionnel. Où en est la Sonatrach 50 ans après la nationalisation des hydrocarbures? Quels sont les progrès réalisés par la compagnie nationale et par le secteur de l'énergie en Algérie? On va parler bilan et perspectives dans un environnement mondial en pleine mutation. Il sera question également d'évoquer la sécurité énergétique. Quel choix adopter maintenant pour éviter le scénario du pire? La rente pétrolière n'est pas éternelle. Et que sera l'Algérie le jour où les réserves de pétrole et de gaz s'épuiseront? Pour tenter de répondre à ces interrogations, nous avons avec nous trois invités, à savoir Messoud Khelif, secrétaire général au commissariat aux énergies renouvelables, et puis Youssef Khamfar, directeur central des ressources nouvelles à la Sonatrach, Rachid Zeldani, vice-président stratégie et planification à la Sonatrach également. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Voilà, mais avant d'entamer le débat avec nos invités, nous allons faire un tour du côté de l'est du pays, précisément à Sikda, où notre reporter Abdelmajid Belkacsi a visité pour nous différentes installations de la Sonatrach. Un reportage qui illustre très bien le travail fait par les femmes et les hommes de la compagnie nationale des hydrocarbures sur le terrain. Je vous propose de suivre ce reportage et on se retrouve juste après. La raffinerie de Skikda, RA1K, reste l'autre fleuron de l'industrie pétrolière et gazière algérienne. Construite en 1979, elle est la première unité de raffinage de Sonatrach. Tournant à plein régime, de jour comme de nuit, RA1K nous livre une variété de produits dérivés des hydrocarbures. Parmi ces jeunes cadres qui pilotent certaines opérations de la raffinerie, nous avons rencontré Houria et Ali, deux ingénieurs qui ont rejoint le complexe en 2005. Cela fait déjà 16 ans. La raffinerie de Skikda, elle a la particularité de produire plusieurs gammes de produits allant des gaz comme le propane et le butane et le bitume. Elle produit aussi les carburants essence, diesel et même le jet pour les avions. Elle englobe des unités de distillation atmosphérique avec des capacités de 16,5. Elle traite le brut de Hassi Messoud, millions de tonnes annuellement. Donc la raffinerie a connu un grand projet de réhabilitation et adaptation qui permet de moderniser le système de contrôle et commande. Donc on a installé un système SNCC, un système numérique de contrôle-commande qui permet l'acquisition des données des différentes unités de production. Une production destinée aussi bien au marché national que pour l'export. Durant la période de la pandémie mondiale du Covid-19, on a pu maintenir la raffinerie en service avec un potentiel réduit, potentiel algérien, technicien algérien au niveau du process, des managers et de la maintenance. On a exporté 100 000 tonnes d'essence sans plomb et 620 000 de gasoil. L'autre hydrocarbure traité sur la plateforme pétrolière et gazière de Skikda, le condensat, qui est assimilé à une forme de pétrole léger de haute valeur. Et bien sûr, dans la stratégie du groupe Sonatrach, tout est mis en valeur. La raffinerie de condensat elle a été conçue dans le but de valoriser les constituants qui sont soutirés du condensat. C'est le butane comme gaz, naphtha qui est pour le marché international parce qu'au niveau de l'Algérie, il n'y a pas d'unité pétrochimique qui traite le naphtha, et les gasoils, le kérosène. Donc le naphtha, il est produit à hauteur de 80%. Le kérosène, il est produit à hauteur de 10%. Et le reste, c'est le butane. Le reste, c'est le gasoil avec le butane. Et le naphtha, il est commercialisé. Il peut être commercialisé seul en tant que naphtha pétrochimique ou mélangé au naphtha de RA1K pour être vendu en tant que pour le marché international c'est un constituant pétrochimique. Pourtant, parmi les premiers objectifs de l'Algérie durant les années 70 et 80, la filière de la pétrochimie figurait en bonne place et était une de ses priorités. L'Algérie, dans le temps, a investi dans ce créneau et a pu concrétiser deux complexes au niveau national en se basant sur une stratégie bien définie. La stratégie que l'Algérie a adoptée dans le temps était fondée sur
la satisfaction des besoins nationaux et dans un objectif secondaire d'atteindre les marchés internationaux. Donc, dans le temps, l'Algérie a pu construire un parc de transformation des produits pétrochimiques qui dépassait les 2 millions de tonnes. Aujourd'hui, Sonatrach veut relancer le secteur de la pétrochimie, un défi à relever malgré des contraintes. Des perspectives sont déjà tracées et avant ça, il y a l'adaptation des lois et de la législation. Plusieurs projets sont sur le calepin du groupe Sonatrach. Donc l'Algérie n'est pas restée les bras croisés. Il y a eu des tentatives, il y a eu des plans de développement, il y a eu, disons, la mise en place de lois pour pouvoir attirer des investisseurs et mettre en place des montages, surtout avec les majors de la pétrochimie au niveau national. Disons un potentiel qui est là, et qui est prouvé. Donc l'Algérie dispose au jour d'aujourd'hui de matières premières pour la pétrochimie, principalement les hydrocarbures, gaz naturel, pétrole brut, condensat. Des projets ambitieux pour relancer la pétrochimie et arrêter un tant soit peu la dépendance du pays de l'importation de beaucoup d'intrants utilisés dans l'industrie pétrochimique. Voilà, retour au débat avec nos invités. On vient de le voir à l'instant, la Sonatrach qui est déployée sur le terrain à travers les travailleurs et travailleuses de la compagnie pour garantir bien évidemment l'énergie nécessaire pour le fonctionnement de l'économie, mais également les ressources financières, parce que la Sonatrach finance pratiquement la totalité de l'économie. Mais l'avenir, on le dit de plus en plus, est pour les énergies renouvelables et non conventionnelles. Alors nous allons commencer avec vous, Monsieur Moussaoud Khelif, vous êtes secrétaire général au commissariat des énergies renouvelables. Alors, vu ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, cette mutation, cette transition énergétique qui s'accélère, on le voit à travers la voiture électrique, on le voit à travers la diminution de la consommation des énergies fossiles. Où en est l'Algérie dans cette transition énergétique? Alors, théoriquement, l'Algérie devait suivre le rythme qu'impose l'économie mondiale et surtout cette transition énergétique qui a débuté dans les pays qui l'ont entamée au bon moment, c'est-à-dire suite à la prise de conscience en matière d'environnement et de sécurité énergétique à long terme. Et donc ça a commencé pratiquement vers les années 90 du siècle passé. Et théoriquement, l'Algérie était assez en phase puisque les premières lois, si vous voulez, qui prévoyaient l'ouverture, si vous voulez, de ce type d'économie et qui imposaient les règles dont tout le monde était conscient et qui servaient de plateforme pour le développement de ces énergies renouvelables, notamment les productions à base de ces énergies-là et surtout en matière d'énergie finale qui est l'électricité à partir de ces ressources-là. Donc pratiquement les réglementations qui ont été élaborées en Algérie pour encourager le développement des énergies renouvelables sont pratiquement en phase avec celles qui ont été élaborées ailleurs, puisque la première loi qui parlait de ça, c'est la loi 2002 qui est sortie le 5 février 2002 et qui imposait l'ouverture du marché de l'électricité qui était un point de passage obligatoire pour le développement des énergies renouvelables. Cela n'a pas forcément permis aux énergies renouvelables de se développer. Malheureusement, sur le voilà, terrain, non, la loi elle a existé, sauf que l'application n'a pas bien suivi. Et c'est pour ça que jusqu'à l'heure actuelle, on n'a pas de marché d'électricité comme le prévoit en clair plusieurs articles de la loi 2002. Très bien. Donc il est nécessaire justement d'avoir ce marché libre de l'électricité pour espérer le développement des énergies renouvelables. Absolument, parce que si on cherche à encourager l'investissement, parce que rien ne peut se faire sans investissement, sans l'intervention des opérateurs principaux, et si on veut investir dans ce domaine-là, c'est que ce n'est pas un marché traditionnel, si vous voulez, puisque là, il y a beaucoup de producteurs, sauf qu'en général, il y a toujours un client unique, c'est le gestionnaire du réseau électrique, puisque on ne peut pas consommer directement les énergies produites, par exemple solaire sous forme chaleur ou bien éolienne sous forme mécanique. Donc elles sont consommées, au final, elles sont consommées sous forme d'électricité. Et donc il va falloir ouvrir ce marché-là.
Très bien. Youssef Hamfar, vous êtes directeur donc ressources nouvelles et non conventionnelles à la Sonatrach. Que fait la Sonatrach justement pour essayer de rattraper le gap qui est en train de se creuser de plus en plus entre ce qui se fait notamment dans des pays développés et d'autres compagnies qui ont les ressources nécessaires, particulièrement technologiques. Que fait la Sonatrach pour essayer de se mettre à niveau en matière de renouvelables et de non conventionnels? Bonsoir, tout d'abord je tiens à remercier la chaîne de nous avoir invités sur ce plateau pour pouvoir discuter des énergies renouvelables et aussi du oil and gas qui à mon avis va continuer à exister en parallèle aux énergies renouvelables. Il faut dire que les énergies renouvelables ne vont pas remplacer complètement le oil and gas, mais ils vont être en parallèle et c'est pour ça qu'on parle souvent de mix énergétique. Aujourd'hui, il faut se préparer pour les énergies renouvelables parce que de par le monde, tout le monde est en train de démarrer les énergies renouvelables. Déjà par rapport à l'empreinte environnementale, beaucoup de lois et de réglementations qui ont été signées lors des différents événements vont demander à certains pays de diminuer leur empreinte carbone. Ce sont des lois contraignantes. Exactement. C'est des lois contraignantes, surtout beaucoup plus sur les producteurs de oil and gas. Donc il faut imaginer que demain, une cargaison de gaz algérien, quand elle va atteindre l'Europe, elle va être taxée parce qu'on n'a pas peut-être réalisé tous nos investissements, certains investissements pour diminuer un petit peu notre empreinte sur l'environnement. Voilà. Aujourd'hui, comme il vient de le dire le monsieur, la transition énergétique est un petit peu le mot-clé dans lequel on doit s'inscrire. Et aujourd'hui, Sonatrach, elle s'inscrit pleinement dans cette transition énergétique. Et bien sûr, on a en accord total et en cohérence totale avec la politique du gouvernement. On ne peut pas s'extraire de la politique du gouvernement du moment qu'on est cohérent avec la politique du gouvernement. Et à l'intérieur de Sonatrach, on se prépare aujourd'hui. Il ne faut pas dire qu'on a très avancé, mais on a déjà un pied sur le land des énergies renouvelables. Et par exemple, nous avons créé ce qu'on appelle cette direction qui s'appelle Direction des ressources nouvelles, et en parlant d'énergie renouvelable. Mais quand on entend aujourd'hui le Premier ministre dire, il était en visite au niveau du sud du pays, à Ras El Mel, dire clairement que l'Algérie s'oriente définitivement vers les énergies renouvelables. La Sonatrach est-elle sur cette ligne? Je vais rajouter encore Les énergies renouvelables à Sonatrach sont à leur premier début. Pour faire un historique, Sonatrach a déjà mis le pied dedans en construisant la centrale SPP1 au niveau de Ras El Mel avec 25 MW. On a inauguré en 2019 la centrale de Bir Nour avec 10 MW. Et aujourd'hui, Sonatrach elle est en train d'étudier la possibilité d'implémenter en interne des centrales photovoltaïques en hybridation avec l'existant qui est le thermique, donc tous les turbines à gaz. Sauf que ça, c'est en interne. Et Sonatrach aussi, elle est prête à travailler à l'externe dans le programme national. Et nous sommes normalement inclus dans un programme national de 1 giga pour pouvoir réaliser de l'énergie renouvelable en collaboration avec l'État algérien. Mais actuellement, nous avons déjà réalisé Bir Nour et nous sommes actuellement en train de travailler sur d'autres sites en partenariat. Pourquoi en partenariat? Pour partager les risques d'investissement, pour partager les risques technologiques. Notamment avec Eni. Notamment avec Eni sur des sites où on est. Et on va aussi chercher d'autres partenaires dans des sites en partenariat pour pouvoir avancer avec le partenaire sur des sites de Sonatrach et implémenter ces sites de production d'huile et de gaz avec des centrales photovoltaïques qui aideront ce site à produire de l'électricité et aussi à la limite diminuer cette facture d'électricité qui s'élève de temps en temps à $1 million par an. Monsieur Zeldani, donc je vous rappelle que vous êtes responsable de tout ce qui est prospective et vous êtes un peu dans la projection pour ce qui est de la Sonatrach, vous êtes vice-président. Alors quand on voit aujourd'hui ce qui se passe dans le monde, les compagnies qui s'orientent de plus en plus vers les nouvelles technologies en matière d'énergie, est-ce que c'est aussi la vocation Sonatrach de devenir un acteur majeur dans le renouvelable en Algérie et pourquoi pas à l'international? Merci pour la question. D'abord, il faut dire que Sonatrach doit s'adapter à cette transition énergétique. Elle doit également pouvoir diversifier son offre en matière d'énergie. Mais avant ça, Sonatrach a aussi une mission qu'elle doit assumer, à savoir assurer l'approvisionnement du marché national en sources d'énergie, que ce soit les énergies conventionnelles, pétrole et gaz,
que ce soit d'autres formes d'énergie. Sonatrach continue à investir bien sûr dans le pétrole et le gaz et elle travaille, comme l'a dit mon collègue M. Khamfar, sur le développement des énergies renouvelables. Pourquoi on est actuellement en phase vraiment de préparation, même si on a réalisé quelques projets, c'est avant tout expérimenter le concept, parce que les investissements sont très lourds et aussi on doit apprendre les technologies. Sonatrach doit apprendre ces technologies, même si on va aller en partenariat avec des partenaires de qualité. Et comme ça va nous permettre de porter ces projets qu'a cité M. Khamfar, ces projets de solarisation des sites du Sud, vers des échelles plus importantes. Sonatrach aussi réfléchit sur l'investissement dans les énergies renouvelables à l'international aussi, pas uniquement en Algérie. Bien sûr, s'il y aura des opportunités qui permettent à Sonatrach de participer et d'avoir cette technologie à l'instar des autres compagnies internationales. Alors, juste pour expliquer, donc, cette partie, quand vous dites Sonatrach est prête à participer, c'est-à-dire est prête à faire de l'acquisition technologique, acheter des entreprises qui sont avancées dans un domaine donné, dans le solaire par exemple. Donc, cela aujourd'hui, on sait que les énergies renouvelables présentent des opportunités très intéressantes. On a vu de grands groupes acheter carrément des entreprises qui sont dans les énergies renouvelables. Maintenant, il y aura un examen des opportunités, que ce soit Sonatrach, elle a déjà créé une structure spécialement pour ça, qui s'appelle Business Development. Elle étudie les opportunités, que ce soit en national ou à l'international. Bien sûr, il y aura des choix basés sur la faisabilité de ces opportunités, l'acceptabilité aussi. Il faut que ces choix soient acceptables par les parties prenantes, que ce soit par l'État algérien, que ce soit par Sonatrach, le management de Sonatrach, les organes sociaux de Sonatrach, que ce soit par la population, que ces choix soient en interne ou à l'externe, et aussi en termes de pertinence. Est-ce que ces opportunités sont cohérentes avec tout ce que fait Sonatrach et par rapport à ses missions et ses ambitions futures. Très bien. Voilà. Je reviens à vous, Monsieur Khamfar. Alors, si on parle de stratégie pour la Sonatrach, ce qui est visible en tout cas, c'est ce choix fait de faire le mix entre le gaz et le solaire. C'est une approche réaliste. C'est comme ça que c'est présenté en tout cas par la Sonatrach. Oui, le gaz déjà, lui, est un élément de la transition énergétique. Donc Sonatrach doit s'atteler à continuer à produire du gaz. Comme vous le savez, en Europe, aux Indes, en Chine ou encore aux États-Unis, on continue à utiliser le charbon comme une source d'énergie. Et ces pays-là vont remplacer cette source de charbon avec du gaz, parce que le gaz va devenir une énergie de transition. Sonatrach doit s'atteler à continuer à explorer et à produire le gaz, déjà pour maintenir pour pouvoir répondre à la consommation interne qui est en évolution rapide à hauteur de 3 à 4% par an, et aussi de garder sa position en tant que leader de vente de gaz à l'export. Ça, c'est d'un côté. D'un autre côté, au niveau de Sonatrach, l'hybridation, l'apport de ces fermes photovoltaïques à côté du gaz permettra déjà en premier lieu de faire des économies de gaz. C'est ça le plus important. On ne fait pas du photovoltaïque pour faire du photovoltaïque ou pour faire beau. C'est-à-dire le principal critère, c'est l'économie. Le deuxième critère, c'est la faisabilité au niveau de nos sites. Vous savez que c'est complexe quand vous implémentez une centrale photovoltaïque dans le réseau national. C'est moins difficile que d'implémenter cette centrale photovoltaïque dans un gisement où on a déjà des turbines à gaz. Donc c'est un peu plus complexe techniquement, mais c'est faisable. C'est faisable. On a choisi certains sites et aujourd'hui la Sonatrach, sa stratégie est d'installer au moins 1,3 gigawatts à l'horizon 2030. Et tous ces sites sont en train d'être étudiés. Sonatrach elle a déjà identifié plus de 16 sites qui peuvent recevoir cette énergie renouvelable et être en apport et ne pas concurrencer le gaz. Comme vous le savez, les fermes centrales photovoltaïques, c'est une énergie intermittente.
Donc le jour, vous avez l'électricité, le soir, vous ne l'avez pas. Donc vous êtes obligé d'avoir ces centrales thermiques pour pouvoir continuer à produire de l'électricité. Voilà, l'enjeu, il est là. Alors, transition tout de suite pour poser la question à M. Khalif. Alors, si on parle de la capacité de l'Algérie justement à s'adapter ou atteindre des objectifs en matière de renouvelables, les experts disent souvent que le premier gisement qu'on peut exploiter en Algérie, c'est la rationalisation de l'énergie. Êtes-vous d'accord avec ça ? Tout à fait. D'ailleurs, dans tous les pays, effectivement, en parallèle avec la recherche, disons, de ressources énergétiques, il y a également l'action d'essayer d'économiser ce qu'on consomme sur ce qu'on consomme déjà. C'est un gisement en soi? C'est juste de le présenter comme étant un gisement en soi? Oh, pratiquement, là, la rationalisation de la consommation est un élément également clé puisque on parle de sa contribution à la diminution, si vous voulez, disons, des besoins énergétiques d'environ 30 à 40%. Et effectivement, l'évolution dans le monde et surtout dans les outils de consommation, si vous voulez, et leur efficacité, elle a vraiment fait avancer les choses. Par exemple, je cite un seul cas très simple, par exemple l'éclairage public. C'est un des domaines qui avance le plus avec les nouvelles technologies des LED. Par exemple, là déjà, dans le monde, on recense donc 5 à 6% de réduction sur la consommation globale. C'est-à-dire que l'éclairage public, par exemple, il y a 10 ans, il consommait à peu près le 5e de l'électricité produite et actuellement, il en consomme les 15%. Il y a aussi l'habitat, les transports, il y a aussi l'habitat et les transports. Oui, tout à fait. On peut réduire la consommation. Et là, effectivement, comme l'ont dit mes collègues, si vous voulez, que les ressources fossiles restent également nécessaires, si vous voulez, pour divers besoins, mais le tandem, si vous voulez, énergie renouvelable, sources fossiles, permettra certainement à la fois d'atteindre les objectifs d'environnement et les objectifs donc de consommation des citoyens. Voilà. Très bien. Donc on reste toujours avec la nécessité d'avoir le gaz comme énergie de transition. Je pose la question à vous, Monsieur Zeldani. Alors, c'est vrai que le gaz, on en parle comme étant l'énergie de transition par excellence, mais il y a aussi le problème de la disponibilité. Alors, l'Algérie est-elle condamnée aussi à explorer d'autres sources d'énergie pour ce qui est du gaz? Je parle du non conventionnel. Oui. Alors, déjà dans le conventionnel, si on parle du gaz conventionnel, le potentiel en Algérie, il reste aussi important. Le potentiel à découvrir, c'est-à-dire ce qui reste aujourd'hui dans le sous-sol algérien. Ce qui est estimé, c'est des volumes qui représentent presque le triple ce qu'on a aujourd'hui et qu'on doit aller investir dans l'exploration, dans la recherche, aussi apporter de la technologie à l'exploration à travers les nouvelles thématiques pour aller chercher ce gaz, même si les investissements seront plus importants aussi, mais on va bénéficier de toutes les infrastructures qu'on a, de toutes les installations qu'on a aujourd'hui pour un peu réduire les investissements. Sur le non conventionnel aussi, le potentiel, il est là, il est estimé aussi à des niveaux très élevés. Et plus important que les ressources conventionnelles. L'estimation qui a été faite donne des chiffres très importants par rapport au conventionnel. Ce gaz, il existe. Maintenant, l'exploiter, le développer va dépendre de beaucoup de paramètres parce que n'oubliez pas que le gaz non conventionnel coûte très cher. Il est très complexe à exploiter et à aller chercher. Aujourd'hui, Sonatrach ne peut pas, si demain elle va exploiter ce gaz, elle ne peut pas le faire tout seul. C'est une exploitation en partenariat, mais la décision aussi ne revient pas à Sonatrach, parce que Sonatrach, c'est un opérateur. D'accord. C'est une politique du gouvernement. Elle doit avoir les autorisations, etc. Et c'est une décision aussi du gouvernement si toutes les conditions sont réunies ou si l'exploitation de ce gaz sera pertinente. Mais Sonatrach se prépare pour pouvoir justement exploiter Bien sûr, ce Sonatrach gaz et déjà ce pétrole un jour. assure une veille sur l'avancement de la technologie dans ce domaine, parce que la technologie aussi avance sur le gaz non conventionnel.
Elle aussi, elle fait des études par rapport aux informations qui existent pour confirmer ce potentiel globalement. Mais tous travaux d'exploration, parce que déjà, ce gaz, pour le développer, il faut beaucoup d'années d'exploration. Et tous travaux d'investissement en exploration ou en développement va nécessiter des autorisations des instances compétentes. Voilà. On parle de ces énergies non renouvelables, non conventionnelles, aux côtés des énergies conventionnelles qui un jour peut-être vont coexister, on ne sait pas, peut-être dans un avenir proche. Mais cela dit, on parle de plus en plus au sein de la Sonatrach, le PDG a fait la déclaration pas plus tard que ce matin, il va falloir aussi cesser d'exporter du brut et aller vers de plus en plus de transformation et de valorisation. Qu'est-ce qui est fait aussi à ce niveau-là par la Sonatrach? Déjà, la Sonatrach, dans son programme à moyen terme, elle a inscrit des projets importants dans l'aval pétrolier et gazier. Déjà, dans le raffinage, Sonatrach vise à assurer la satisfaction totale des besoins du marché national en produits pétroliers et aussi à exporter des produits pétroliers qui vont ramener plus de valeur. Sonatrach aussi a inscrit des projets pétrochimiques très importants. Il y a déjà 2 projets qui vont être lancés par Sonatrach seul pour déjà la production du MTBE, qui est un additif à la fabrication des essences. Il y a aussi un autre projet pour la fabrication du LAB, d'alkyle linéaire benzène, qui est un produit qui est un entrant dans l'industrie de détergents. Il y a aussi en parallèle d'autres projets qui seront réalisés en partenariat. Il y a 2 complexes de production de polypropylène, donc un complexe en Algérie qui est en partenariat avec Total, un autre complexe qui va être réalisé en Turquie en partenariat avec Renaissance. Et il y a aussi d'autres projets qui sont en discussion avec des partenaires potentiels, mais c'est des projets de taille mondiale qui permettent de transformer nos produits, de rajouter une valeur ajoutée, mais aussi d'encourager par la suite, d'entraîner la création de petites et moyennes entreprises dans le domaine de la pétrochimie et créer bien sûr de l'emploi. Alors, Monsieur Khalif, je reviens vers vous. Quand on parle de transition énergétique dans un environnement où l'énergie est subventionnée, est-ce que ce n'est pas un frein? L'énergie solaire. Quand on parle d'énergie renouvelable, la nécessité d'aller vers le développement de ces énergies, de faire la transition énergétique, est-ce que ce n'est pas compliqué d'arriver à ces objectifs, sachant qu'on est dans un marché où l'énergie est subventionnée? Disons que, voilà, sur le plan économique, ça c'est tout à fait vrai, mais bien sûr que cela dépend donc du vouloir donc des autorités politiques. Sauf que, donc, pour ce qui est de l'Algérie, donc, faisons un peu le compte des choses. C'est que ailleurs, l'Algérie, par exemple, dispose d'un des meilleurs gisements, par exemple, solaires au monde. Et donc, le même investissement, par exemple, dans des pays, par exemple, européens, qui déjà font beaucoup, dans le même contexte, ça veut dire, je parle du solaire. C'est-à-dire que le même investissement, quand il sera fait, par exemple, ici en Algérie, il sera, disons, pratiquement 2 fois plus rentable, pour la simple raison que, par exemple, dans des pays nordiques, ils font leurs calculs sur la base, par exemple, de 1200 heures d'ensoleillement par an, alors que nous, on en a à peu près entre 2000 et 3000. C'est vrai que l'histoire de la température fait chuter un petit peu les rendements, mais on reste nettement au-dessus. Donc voilà déjà un critère qui est très important. Et donc, d'après les capacités déjà installées à travers le monde, vous voulez qu'il y a des pays qui ont atteint des taux de production par rapport à leur consommation qui sont extrêmement honorables, si vous voulez, donc qui sont de l'ordre de 40-50%, et même ils sont allés au-delà, par exemple, dans des week-ends où il y a une partie de la charge, par exemple, le système industriel est un peu à l'arrêt, ça veut dire que pratiquement, on arrive jusqu'à des taux de 70 à 80% de l'électricité consommée qui est à base de ressources renouvelables.
Donc les choses évoluent. Alors pour ce qui est de ces appréhensions-là par rapport aux énergies renouvelables, et j'ai parlé tout à l'heure que le vecteur d'énergie électrique qui reste bien sûr le moyen le plus, disons, efficace pour, disons, faire développer ces énergies-là. Les choses évoluent très vite, si vous voulez. C'est vrai que tout à l'heure, mon collègue a cité l'histoire de l'intermittence qui exige du stockage, si vous voulez, pour pouvoir pallier aux heures creuses, là où, par exemple, la ressource n'est pas disponible, mais les choses évoluent très vite et de toutes les façons, le réseau, un bon usage et une bonne gestion du réseau électrique a déjà résolu tous les problèmes avec les réglementations qui s'imposent. D'accord. Alors, si on parle des énergies renouvelables et d'efficacité énergétique, il y a une déclaration du ministre en charge des énergies, de la transition énergétique, Chemseddine Chitoul, qui a affirmé que l'Algérie pourrait atteindre les 50% d'énergie produite à base de renouvelables et de non conventionnels. Est-ce une utopie ou vous pensez que c'est réalisable? Oui, il faut faire... À l'horizon 2030. Oui, il faut faire le bilan aujourd'hui de ce qu'on est en train de consommer dans le national. Aujourd'hui, on est à peu près entre 42 et 45 milliards de mètres cubes de gaz consommés au niveau national. Donc 40% sont pour la production d'électricité, 20% pour les ménages, donc tout ce qui est gaz, et 20% pour l'industrie, les 10 autres % dans d'autres domaines de transport et tout ce qui s'ensuit. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer comme ça. Il va falloir trouver la solution. Qu'on le veuille ou pas, tout à l'heure vous avez posé la question sur le gaz ou encore l'exploration pétrolière. Certes, nous allons continuer à explorer, nous allons trouver d'autres gisements. Dans l'exploration pétrolière, il faut toujours être optimiste. Et nous l'avons démontré ces dernières années en faisant des découvertes dans des zones où on a fait beaucoup de puits auparavant et on n'a pas eu de résultats. Et ces dernières années, avec la venue des nouvelles technologies, avec la venue d'un nouveau mindset, d'une réflexion tout à fait différente par rapport à ce qui se faisait auparavant, on fait des découvertes qui ne sont pas réellement de grandes découvertes. Sur ces mêmes sites. Sur des sites ou encore sur des bassins frontières. Je fais rappeler la découverte qui a été faite en 2019 sur le bassin de Tindouf, où on avait déjà travaillé auparavant, on avait foré beaucoup de puits. La France avait foré des puits en temps de... Et on a fait des puits après, à Sonatrach. Mais on n'est pas resté en vain, on a continué à persévérer et on a fait une première découverte à Tindouf qui est très importante à mon avis et qui servira peut-être un jour à donner du gaz au fameux gisement de Garage Binet dans le cas où il sera développé. Ça c'est d'un côté. D'un autre côté, les énergies renouvelables, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne peuvent pas constituer le tout. Ils vont être un apport. C'est pour ça qu'on parle de mix énergétique. Aujourd'hui, pourquoi les énergies renouvelables et pourquoi le PV? Pourquoi le photovoltaïque? Parce que nous avons un bon gisement. Nous avons un bon gisement. L'irradiance en Algérie, elle dépasse les 3000 heures par an. Donc le potentiel, il est déjà là. Et quand on lance des appels d'offres, le kilowattheure est le principal attribut sur lequel on peut donner un marché. Et dans l'équation de calcul économique dans la construction d'une ferme photovoltaïque, l'irradiance est importante. Ça veut dire quelle capacité on peut capter. Et aussi les technologies. Aujourd'hui, en Algérie, nous avons une bonne irradiance et nous pouvons implémenter de nouvelles technologies telles que le bifacial, le nouveau type de silicium, le tracker et tout ce qui s'ensuit. Donc nous pouvons augmenter la production du photovoltaïque en investissant moins. En tout cas, d'après une étude de l'Agence internationale de l'énergie, les énergies nouvelles, en fin de compte, elles ne se sont pas substituées à une partie de l'énergie produite à partir du fossile, mais se sont rajoutées et ont répondu à une partie de la consommation supplémentaire. Donc, on n'est pas dans le remplacement. Jusqu'à maintenant, ça ne s'est pas arrivé dans le monde. Je suis entièrement d'accord. Vous avez raison. Le dernier rapport qui a été publié par l'UREN n'exclut pas le gaz et le huile jusqu'à l'année 2040-2045. Il le garde toujours comme étant une énergie qui va être utilisée. Et il y a des majors américains aujourd'hui qui ne sont pas encore engagés dans les énergies en ayant une croyance profonde que le gaz et le pétrole vont continuer à exister malgré, en parallèle, avec l'augmentation ou l'implémentation de ces énergies renouvelables continuellement et progressivement jusqu'à l'année 2040-2050.
Alors, Monsieur Zelani, alors quand on voit ce qui se passe dans les pays développés, même si, d'après l'Agence internationale de l'énergie, les ressources nouvelles ne vont pas permettre de se substituer aux énergies fossiles, est-ce que ça ne vous inquiète pas un peu de voir qu'on va de plus en plus vers la voiture électrique, vers des modèles moins énergivores? Est-ce qu'à un moment donné, on ne risque pas de se retrouver avec des surplus de production pétrolière qui ne trouveront pas forcément preneurs? Est-ce qu'il y a ce risque? Oui, effectivement, peut-être qu'il y aura ce risque, mais il y aura un impact aussi sur le prix. Voilà, il y aura un impact sur le prix. C'est ça le risque, c'est que les prix vont baisser systématiquement. Maintenant, si revenons surtout sur les renouvelables, c'est que toute capacité aujourd'hui qui va être installée dans les renouvelables va freiner l'augmentation de la consommation des énergies fossiles. Parce que, surtout en Algérie, si on prend les dernières 10 années, la consommation, quand même, elle a augmenté à un taux annuel moyen autour de 4 à 5% par an. Parfois à 2 chiffres. Voilà, parfois 2 chiffres. Donc c'est une consommation très, très, très importante. Et il faut freiner cette consommation. Sinon, on risque de consommer toute notre production. Et même si les investissements, parce que Sonatrach investit chaque année des sommes importantes. Sur les 10 dernières années, on a investi autour de 100 milliards de dollars. C'est un niveau très très important pour renouveler déjà l'équivalent de 2 milliards de TEP qui ont été produites. C'est énorme, on a pu les renouveler à travers l'effort d'exploration et aussi l'effort fait sur les gisements qui sont aujourd'hui en exploitation, l'effort d'améliorer la récupération, mais aussi d'aller chercher d'autres volumes qui sont aujourd'hui probables et possibles et les prouver. Surtout que ce que produit Sonatrach ne sert pas seulement à fournir le marché national pour l'énergie nécessaire, mais sert aussi à rapporter toutes les devises dont l'Algérie a besoin. Exactement. Et c'est ça l'équation. C'est-à-dire ce que nous consommons localement et nous n'exportons pas, c'est de l'argent au moins pour les caisses de l'État. Exactement, c'est ça. C'est pour cela que quand vous avez posé la question sur le gaz, le mix gaz avec les énergies renouvelables, c'est un mix très, très intéressant pour l'Algérie, parce que si on développe, nous, à Sonatrach, développer, solariser nos sites de sud, permet d'économiser du gaz qui va être destiné au marché international. Et permet en même temps de rentabiliser, de rendre économique l'opération de construction des énergies renouvelables à travers cette valorisation du gaz naturel. Très bien. Monsieur Trelif, est-ce qu'on peut savoir, est-ce qu'au niveau du commissariat aux énergies renouvelables, avez-vous établi des priorités en matière de transition énergétique? Oui, je pense que ça, effectivement, donc pratiquement, il ne faut pas être vraiment expert pour savoir que pratiquement les citoyens connaissent déjà à leur niveau, si vous voulez, qu'est-ce qui se passe. Et bien sûr, le commissariat, donc, qui a à peine un peu plus d'une année d'existence, il a déjà répertorié tous les situations en matière d'énergie renouvelable. Et il a édité, si vous voulez, son premier rapport annuel le 29 novembre passé, où il a fait un état des lieux extrêmement précis. Et de toutes les façons, dans ce domaine-là, il faut dire que les choses, dans le domaine des énergies renouvelables, partout ailleurs, disons, les choses sont parfaitement transparentes et on dispose également des tendances les plus visibles, si vous voulez, pour l'évolution de ce domaine-là. Par exemple, tout le monde parle effectivement de coûts de production et de coûts d'investissement, donc de l'énergie finale qui est l'électricité. Il faut dire qu'actuellement, il y a une dizaine d'années, c'est vrai que les énergies renouvelables avaient besoin d'un coup de pouce, si vous voulez, de la part des gouvernements qui cherchaient à encourager ça. Ils avaient besoin, si vous voulez, de mesures d'encouragement. Actuellement, ils n'en ont besoin d'aucune mesure d'encouragement puisque elle seule, sur le kilowattheure produit à l'énergie solaire, et ça concurrence pratiquement toutes les ressources. Bon, puisqu'on est à 2 centimes d'euros le kilowattheure, donc tous les appels d'offres qui se passent à travers le monde montrent que le domaine du photovoltaïque qui se développe le plus, bon, il y a l'éolien également qui fait très bien, mais il va falloir avoir des gisements sûrs. Mais chez nous, le solaire, c'est un gisement sûr, si vous voulez. On connaît le créneau horaire là
où le soleil existe. Et donc, les offres en matière d'énergie renouvelable, surtout le photovoltaïque, elles sont déjà concurrentielles par rapport aux autres sources de production sans aucun soutien. Très bien. Qu'en est-il de la participation des ménages si on se réfère par exemple au modèle allemand où on va de plus en plus vers des maisons par exemple à énergie positive, c'est-à-dire où le ménage produit sa propre énergie et la partage même. Est-ce que c'est un choix vers lequel on devrait aller par exemple? Très bonne question et c'est justement la configuration que le commissariat aux énergies renouvelables a, disons, à l'intention d'encourager, si vous voulez. La preuve, c'est qu'il a fait les analyses nécessaires pour encourager cela dans son rapport. Et toujours, on donne, à titre d'exemple, là déjà, comme vous l'avez dit, donc il y a des statistiques précises sur, par exemple, les ménages, la contribution du résidentiel, donc au mix énergétique global. Et là, d'abord, par exemple, avec les ressources classiques, on ne peut pas parler de production au niveau résidentiel. Donc déjà, c'est ce qu'on appelle les productions décentralisées, c'est-à-dire qu'elles peuvent être faites en petite quantité, mais en très grand nombre. Et là, je donne toujours l'exemple, puisqu'on a des statistiques extrêmement précises. Aujourd'hui, par exemple, en Allemagne, qui n'est pas un pays nordique, où j'ai dit tout à l'heure qu'il table sur à peu près 1200 heures par an, alors qu'en Algérie, on a à peu près 3000 heures d'ensoleillement par an. Et donc, il y a 1 700 000 petits producteurs. Ce sont des petites productions qui sont du volume de la consommation d'un ménage ou bien même 50%. Donc 1 700 000 petits producteurs au niveau résidentiel et tertiaire, si vous voulez, les administrations, ainsi de suite, qui produisent un peu plus de 32 gigawatts. 32 gigawatts, c'est 2 fois le pic de consommation en Algérie en été, donc à cause de la clim. Voilà. Et ça, c'est uniquement... Est-ce qu'on peut réaliser ça chez nous? Est-ce que la réglementation le permet? Est-ce qu'il y a assez d'encouragement pour qu'on y aille justement? Voilà, justement, le commissariat s'attelle également à ouvrir justement ce marché de l'électricité que la loi a prévu et que malheureusement la réglementation nécessaire n'est pas là. Sauf que là, je dois signaler que les citoyens sont en avance par rapport à l'application de la loi, puisqu'il y a déjà des installations qui sont connectées et qui injectent sur le réseau. Oui. Très bien. Alors, Youssouf Khanfar, on voit dans le monde, ça va très vite en matière d'énergie renouvelable et surtout de solaire. Le défi pour la Sonatrach, c'est l'acquisition technologique. Et cela, pour justement pouvoir participer de manière plus accrue à cette transition énergétique. Je ne sais pas comment vous définissez l'acquisition technologique. Est-ce que vous voulez parler... Comment vous la définissez au sein de la Sonatrach? Comment on l'a défini au niveau de la Sonatrach? Déjà, il va falloir former les gens. La plus belle technologie, c'est la ressource humaine, en fait. Donc, il faut déjà tabler sur la formation des individus à l'intérieur de Sonatrach ou en dehors de Sonatrach. Ça se fait déjà? Ça commence à se faire. Je vous ai dit tout à l'heure que la création déjà d'une direction centrale qui va s'occuper des énergies renouvelables est un signal fort que Sonatrach veut, à l'instar de toutes les entreprises du monde, qui ne sont plus maintenant des entreprises oil and gas, qui sont des entreprises énergétiques. Nous devons diversifier notre forme d'énergie, c'est-à-dire on va diversifier l'énergie. Ça ne sera pas en forme de gaz ou d'huile, ça va être d'électricité peut-être demain. Donc Sonatrach doit faire comme les grandes compagnies, devenir fournisseur de matières énergétiques ou d'électricité au client final. Exactement. Si ça, c'est un projet que nous souhaiterons. De toutes les façons, Sonatrach est prête à contribuer, que ça soit en interne, vous le savez, quand je l'ai dit, nous avons un programme, nous sommes en train de l'implémenter au niveau de nos sites. Nous avançons doucement et sûrement, mais nous allons le réaliser parce que nous avons du temps, c'est à l'horizon 2030. Il n'y a aucun souci pour ça et toutes les implémentations vont se faire au fur et à mesure qu'on avancera. Maintenant, dans le réseau national... C'est quelque part aujourd'hui dans le métier du pétrole et du oil and gas, en fait, on n'est pas en train de changer de métier. Ce sont de nouveaux métiers qui apparaissent. Oui, bien sûr, il y a de nouveaux métiers qui apparaissent, à l'exemple de plusieurs compagnies, Eni, Total et tout. Quand ils n'ont pas la technologie, en fait, ils l'achètent. Eni, elle a acheté carrément des sociétés qui font dans les énergies renouvelables. Total a fait la même chose. Et même aux USA, c'est la même chose. Quand on ne connaît pas, il faut mieux acheter la technologie, son accaparer de cette technologie et puis la faire développer en interne. Voilà ce qui doit se faire. Parce que la courbe d'apprentissage, elle est trop longue. Il ne faut pas imaginer
comme il a dit le monsieur tout à l'heure, que ces compagnies qui sont dans les énergies renouvelables ont appris rapidement. Ça fait plus d'une vingtaine d'années qu'ils sont en train de travailler dessus pour arriver aujourd'hui à fabriquer un panneau photovoltaïque ou autre. Et figurez-vous que les dernières années, plus de 500 gigas ont été installés aux États-Unis et je vous informe que les panneaux photovoltaïques n'ont pas été construits aux États-Unis. Ils ont été importés de Chine pour vous dire que la compétitivité, elle est dans la technologie elle-même et aussi dans l'économie du projet. Et on doit faire attention à ce rapport économie du projet et technologie à implémenter et aussi la façon de faire les projets eux-mêmes. Très bien. Monsieur Zelden, donc si on a bien compris en écoutant M. Khafer, Sonatrach ne peut pas se contenter uniquement de partenariats pour aller vers les énergies renouvelables et faire sa transition énergétique, mais elle doit aussi faire des acquisitions technologiques, c'est-à-dire acheter des entreprises qui sont dans le domaine des énergies nouvelles. Alors, c'est clair qu'on va aller en partenariat pour certains investissements, notamment qui aujourd'hui on ne dispose pas de la technologie et aussi pour partager les investissements. Pour partager les risques. Ça c'est pour partager les risques. Très bien. Mais ça ne va pas être suffisant, comme vous le dites si bien. Vous avez déjà dit que ce business, les énergies renouvelables, vient s'ajouter à ce que font aujourd'hui les compagnies. C'est un nouveau business, c'est un business unit qu'il faut rajouter, donc qu'il faut aller maîtriser, mais aussi savoir développer tout seul. Donc, soit à travers des acquisitions, mais aussi soit à travers le développement en interne. Donc, ça va dépendre de la stratégie, quelle est la meilleure manière. Là où on va peut-être acquérir, si on a si on veut se positionner sur certains marchés, et là où on doit se développer en interne nous-mêmes pour développer une compétence et utiliser aussi les sociétés algériennes, parce qu'il y aura en Algérie beaucoup de sociétés qui vont investir dans ce domaine et aussi nous avons nos filiales qu'il faudrait aussi spécialiser dans le domaine des énergies renouvelables. Voilà. Très bien. Mais si on parle de cette transition et la volonté de Sonatrach de produire de plus en plus de l'électricité, pourquoi pas à partir du solaire, est-ce qu'il n'y a pas de problème de marché en ce moment, marché mondial? On sait par exemple que le marché européen est fermé justement à la concurrence étrangère en matière de fourniture d'électricité. Est-ce que ce n'est pas un obstacle? Vous pensez que ce temps temporaire, ça va finir par s'ouvrir? Oui, exactement, parce que c'est clair que le marché va être un obstacle. Même si aujourd'hui, l'option d'aller investir dans le renouvelable pour exporter, déjà ça coûte très cher, ça nécessite des investissements de transport qui seront très très chers. Donc, notamment par câble pour ce qui est du solaire. Aussi sur Sonatrach, il y a d'autres alternatives, pas uniquement l'électricité, il y a l'hydrogène qui est une option qui intéresse aussi Sonatrach. Alors l'hydrogène, on peut produire de l'hydrogène vert à travers l'électrolyse de l'eau en utilisant bien sûr l'électricité issue des renouvelables. On peut aussi produire de l'hydrogène bleu à travers le gaz. Là, on a du gaz. Justement, la fabrication de l'hydrogène, peu de gens le savent, elle consomme énormément d'énergie, donc elle est énergivore. Donc là aussi, l'Algérie pourrait se placer pour produire de l'hydrogène à bas coût. Exactement. Donc c'est déjà utiliser ce qu'on a pour produire de l'hydrogène et surtout parce que aujourd'hui l'hydrogène a provoqué un engouement, notamment en Europe, où une demande réelle d'hydrogène vient de se définir et nous on pourra diversifier nos exportations. Donc on a les gazoducs directement qui vont en Europe, les 3 gazoducs. Donc on peut envoyer l'hydrogène avec du gaz ou envoyer l'hydrogène tout court si on arrive à mettre en place le modèle économique qui va soutenir ça. C'est pour cela qu'on suit très près cette option. En tout cas, vous nous dites que pour ce qui est de l'hydrogène, la Sonatrach peut le produire rapidement, de manière efficace, utiliser aussi les pipelines qui existent. Voilà, c'est déjà des infrastructures qui existent. Maintenant, rapidement, c'est clair qu'il y a beaucoup de défis, au même titre que les énergies renouvelables. Il y a beaucoup de questions, notamment sur les coûts, notamment sur aussi des obstacles techniques. Mais la technologie avance très vite. C'est pour cela qu'on est vraiment
on est en train d'étudier, c'est-à-dire on assure une veille, mais on a lancé des études en interne pour évaluer aujourd'hui ce qui existe dans le monde, les avancées, et voir par la suite. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui dans l'immédiat, il y a des obstacles, c'est-à-dire on ne peut pas y aller dans l'immédiat, mais on est en train de suivre cette option parce qu'elle serait intéressante pour Sonatrach. En fait, il faut être réalistique de temps à autre et ne pas avoir des ambitions démesurées. Aujourd'hui, le plus important de produire de l'électricité, déjà pour la consommation nationale. Faisons déjà ça et allons step by step. Des fois, les projets sont de trop grande envergure et ils finissent par s'arrêter au beau milieu du chemin. Essayons d'être réalistiques en faisant un diagnostic de ce que nous pouvons faire sur le plan technique, de ce que nous pouvons, quelle est notre façon de faire déjà, quel est le niveau de notre investissement et quel est notre niveau technologique pour pouvoir aller vite. Vitesse ne veut pas dire rapidité, donc il vaut mieux aller doucement et sûrement et ne pas commettre des erreurs et vouloir aller sur de très grands projets et qui n'aboutiront jamais. Il y a le concept du learning curve. Ces gens-là, s'ils sont arrivés aujourd'hui à faire un panneau photovoltaïque à 10 fois moins cher que dans les années 90, c'est un travail et une expérience lente et efficace pour diminuer ses coûts. Donc faisons les choses d'une manière intelligente, faisons les choses d'une manière réalistique, avec les moyens qu'on a en termes d'investissement, en termes de technologie, en termes de ressources humaines. Très bien. Monsieur Khalif, peut-être vous aurez le mot de fin parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Alors je pose une question que beaucoup se posent en fait dans le domaine des énergies renouvelables. Est-ce que l'Algérie ne devrait pas investir à fond perdu dans tout ce qui est installation de panneaux photovoltaïques pour augmenter justement la masse de l'électricité produite à partir de l'énergie? Est-ce que c'est faisable? Investir à fond perdu dans le photovoltaïque? Je pense que, comme l'a dit également le collègue, dans tous les domaines, il faut être relativement... C'est vrai que les choses deviennent de plus en plus transparentes et on peut effectivement imaginer divers scénarios. Mais pour ce qui est de l'Algérie, la preuve, c'est que justement, de temps en temps, il y a des débats qui se focalisent sur des choses qui sont facilement vérifiables et donc il ne va pas... Voilà. Par exemple, cette histoire d'exportation de l'électricité. Tout le monde parlait d'exporter vers l'Europe. Alors que les données qui sont réelles et qui sont disponibles pour tout le monde montrent par exemple que l'Europe, par exemple, les deux portails pour ce qui est de l'Algérie, si vous voulez, c'est peut-être par la voie de l'Espagne ou bien par l'Italie, les deux pays ont déjà des excédents d'électricité, si vous voulez, à exporter, surtout les week-ends, si vous voulez. Et donc, la preuve, tout le monde sait que l'Espagne, par exemple, s'oppose, si vous voulez, à cette histoire d'expédition de l'électricité du Maghreb ou bien des pays de Nord-Afrique vers le... Donc là, c'est pareil. Les gens également, à un moment donné, le débat s'est transformé, on va s'orienter vers le sud, c'est-à-dire vers le... Malheureusement, les gens n'attendent pas également, parce qu'en Afrique également, les choses évoluent très très vite. Et rien qu'il y a 2 mois, si vous voulez, tous les pays qui à la ceinture sud de l'Algérie, c'est-à-dire le G5, la Mauritanie, le Burkina Faso, le Mali, le Tchad et le Niger, ils ont fait un emprunt auprès de la Banque africaine de développement pour développer leur propre réseau. Donc, si le monde n'attend pas, et donc réellement sur ce plan-là, je pense que l'Algérie doit réellement s'y mettre et ne pas justement imaginer des projets grandioses. Tout à l'heure, je vous ai dit que le commissariat table sur le résidentiel. Il va falloir d'abord que les gens démarrent doucement, que l'on puisse, disons, maîtriser l'évolution de l'économie, qui est une nouvelle économie qu'on n'a jamais vue. Donc, on n'a pas de marché, si vous voulez. Et donc, il va falloir réellement qu'on s'attelle à ça. Et j'espère justement, avec les nouvelles directives, que les choses vont aller beaucoup mieux. Très bien. Donc voilà, en gros, l'enjeu reste tout de même la sécurité énergétique du pays. Exact. Voilà. Je remercie nos invités. Nous arrivons au terme de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Nos invités qui étaient avec nous, je rappelle qu'il y avait M. Oud Khalif, secrétaire général au commissariat aux énergies renouvelables, Youssef Khamfar, directeur central ressources nouvelles à la Sonatrach, et puis Rachid Zeldani, vice-président stratégie et planification à la Sonatrach également. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine et restez fidèles à Canal Algérie.